Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfroy avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le mardi 13 novembre 2018 et hier nous avons eu Wall Street qui a clôturé une nouvelle fois en baisse, troisième séance consécutive de baisse, tirée vers le bas par les valeurs tech et les cours de pétrole. Le WTI qui a par ailleurs enregistré son plus long rallye baissier de son histoire, 11 séances consécutives de baisse. Qu'est-ce qu'il faut faire sur les cours de pétrole? Eh bien, écoutez, nous allons tenter d'y répondre dans ce webinaire. Alors, avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de ce disclaimer. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour tout le monde, bonjour Ronald, j'espère que vous allez bien. Raymond, que je sais également, Barry, Edgy, Loïc, bien le bonjour à vous, chers habitués, Hubert et Rémi de même. Voici le briefing de l'actualité. Donc au niveau du Brexit, nous avons l'accord sur le Brexit qui n'a pas encore été trouvé malgré d'intenses efforts, a déclaré Michel Barnier au ministre des 27 réunis à Bruxelles hier. Concernant l'Italie, nous avons le gouvernement italien qui a jusqu'à midi heure française pour présenter sa copie modifiée de son budget de 2019. Donc ce matin, ça sera source de volatilité. D'ailleurs cette semaine, les deux focus c'est quoi? C'est l'Italie et le Brexit. Au niveau du pétrole, on a Donald Trump qui a affirmé lundi qu'il espérait qu'il n'y aurait pas de réduction de la production de pétrole de l'OPEP en 2019. En Allemagne, on a l'inflation harmonisée qui a été confirmée à 2,4% sur un an en octobre. Donald Trump qui doit rencontrer les principaux membres de son équipe commerciale pour discuter de la marche à suivre pour les tarifs potentiels sur les importations d'automobiles. Enfin, nous avons au niveau de l'Iran, l'Agence internationale de l'énergie atomique qui a déclaré que l'Iran continue de respecter les principales restrictions imposées à son programme nucléaire. Et nous avons, alors ça c'est mineur, mais au niveau du RCEP qui est un traité de libre-échange entre les membres de l'ASEAN, des membres des pays asiatiques et océaniques, eh bien donc nous avons la conclusion qui a été reportée. Cette conclusion, ce nouvel accord de libre échange entre 10 pays asiatiques océaniques, eh bien a été repoussé en 2019. L'Inde qui notamment appréhende d'ouvrir son marché aux entreprises chinoises. Voilà, ce qui n'empêche pas la Chine de progresser. On a eu un rebond des marchés chinois cette nuit, alors que la plupart des marchés actions étaient dans le rouge. Même le Nikkei a perdu 2%. Le Shanghai Composite a réussi à progresser. Le bilan des marchés émergents c'est en baisse, moins 0,15 comme vous pouvez le constater ici. Mais voilà, on a un retour d'appétit pour risque ce matin, alors que, comme vous pouvez voir hier, bon, Tech, Nasdaq 100 qui perd près de 3%, le Russell 2000 en perd 2, ainsi que le S&P, le Dow Jones plus de 2%, le DXY qui gagnait du terrain. Donc voilà, on avait clairement de l'aversion pour le risque hier, et ce matin, vous voyez que le yen est vendu, le T-Note est stable, et le gold est stable également. Donc on a un changement là d'environnement, en tout cas il semblerait, puisque les marchés actions sont payés ce matin, depuis l'ouverture des marchés il y a de cela quelques minutes. Au niveau du calendrier économique, donc comme je vous l'ai dit, le rendez-vous majeur, pas macroéconomique pardon, mais de la journée, c'est le budget italien. Rome a jusqu'à midi, heure française, pour présenter sa nouvelle copie de son budget de 2019. Outre ce budget italien, d'un point de vue macro, ce sera l'indice zoo allemand et de la zone euro qui sera publié à 11h également, enfin à 11h pardon, heure française, qui sera le focus du jour. Voilà. Et comme vous pouvez voir, ce sentiment économique, eh bien, c'est plutôt négatif, en baisse, moins 26 qui est attendu. Et au niveau de la situation actuelle, 65. Donc voilà, une dégradation de l'indice de confiance. Et à 10h30, un petit peu avant, vous voyez qu'on aura les chiffres de l'emploi britannique. Voilà. Donc on va passer au marché tout de suite. Plus de son, me dit-on. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que l'image de son fonctionne, s'il vous plaît? Très bizarre qu'il n'y ait pas de son. Son hoc. Voilà, bon. C'est bon, le son est revenu. Bien écoutez, je ne sais pas pourquoi il y a eu ce problème, excusez-moi. J'espère que ça n'a pas été trop long.
Euh, alors, je pense pas que ça a été trop long la coupure. Voilà, le son a toujours été là, nous dit Edgy. Bon bah voilà, ça devait être une coupure de chez vous, hein, mon cher Jean-Yves. Aucune coupure, me confirme Pascal. Voilà. Donc bon, ça devait être un problème de son. Bon, de toute façon, il y avait rien de extrêmement important. Alors Barry qui me demande est-ce qu'une analyse de l'action Apple serait pertinente avec sa chute d'hier pour voir si la chute pourrait continuer ou pas. Oui, oui d'ailleurs, Apple qui a un bon baromètre des marchés actions. Apple, vous savez que c'est l'action la plus importante en termes de capitalisation boursière. Donc oui, ça peut être important de faire une petite analyse sur Apple. C'est ce qu'on va commencer pour un petit peu changer. Alors Apple, l'épaule tête épaule, souvenez-vous qu'on avait parlé il y a de cela peut-être 2 semaines, l'épaule, la tête, l'épaule, vous voyez dans l'esprit on en a une. En 4 heures ça se voit peut-être un peu mieux. Voilà, épaule, tête, l'épaule, la ligne de coup, l'objectif qui a été atteint. Nous sommes à 194 $. Alors pour les marchés actions, moi ce que j'aime bien faire, c'est d'ajouter, donc vous voyez je me mets sur du journalier et je vais mettre un canal de Dongshan. Canal de Dongshan, en fait le canal de Dongshan qu'est-ce qu'il fait? C'est simplement le plus haut plus bas de X période. Voilà. Et donc on a des seuils psychologiques, on a 20 et euh, on a un an. Un an, donc ça va être 56 semaines. Donc on va mettre une période 56 et on va mettre sur un graphique hebdomadaire. Voilà, donc ça c'est le support extrêmement important, c'est 148 $. Bon, je dis pas qu'on ira chercher 146 $, hein, mais ça c'est un niveau de support très important. 146. On aura également ce seuil, vous voyez, qui était une résistance. Celui-ci également. Voilà. Maintenant, on va se remettre sur du journalier. Quand vous faites une analyse voilà, d'une action, enfin surtout quand vous commencez une analyse, faut toujours commencer l'unité de temps la plus élevée jusqu'à votre unité de temps sur laquelle vous tradez. Donc là, on va se remettre à 20 périodes et on va essayer de chercher les niveaux de support et de résistance. Quand on est dans une tendance haussière, ce que j'aime ensuite mettre, c'est les résistances qui ont duré un certain temps, c'est-à-dire plus d'un mois, et surtout les supports qui ont permis un rebond. Donc là, vous voyez, on avait donc depuis à partir de ce niveau de support, vous voyez là, on avait une hausse et ensuite on a eu un repli et c'est sur ce niveau de prix que le cours a rebondi. Donc là, on va mettre un niveau de support intermédiaire. Voilà, on se met en vert. Ici, pareil, on a une hausse, on a une baisse et là, on a un rebond. Donc ça, c'est un niveau de support important. Et écoutez, c'est tout. Alors, on a une résistance ici. Pourquoi on a une résistance? Parce que ça a été un plus haut de 20 jours. Il faut voir que ce plus haut n'a pas été cassé dans l'immédiat puisque on a eu une baisse. On a eu une baisse par la suite. Donc là, on a une résistance qui devient support. Donc voilà, on a des supports intermédiaires. Nous avons 190 $, 192,72, puis 179, puis 158. Et enfin 148 qui est une résistance à un support majeur. Pour le moment, qu'est-ce que nous disent les oscillateurs? Eh bien, le RSI est baissier, la MACD est baissière également. Si on met des bandes de Keltner, alors on va enlever maintenant les canaux de Dongshan. Bande de Keltner, donc on a bien clôturé en dessous. Bande de Bollinger, on est également en dessous. Donc c'est extrêmement baissier. Tant qu'on n'a pas de passage du prix au-dessus de la moyenne mobile à 10 ou à 20 périodes, les stratégies short sont à privilégier parce qu'on est en momentum baissier. À la rigueur, attendez là, je vais mettre sur 10 périodes les bandes de Keltner, pas sur 20. Voilà. Si on passe au-dessus de la moyenne mobile à 10 périodes, qui est la bande du milieu, on pourrait avoir un signal haussier. Ça serait le premier signal haussier. Mais tant qu'on est sous cette moyenne mobile à 10 périodes que je vais mettre en noir pour que tout le monde comprenne cette moyenne mobile, donc c'est la base, hein. Voilà. Tant qu'on est en dessous de cette moyenne mobile, la tendance à très court terme est baissière. Donc faut pas acheter. Voilà. Donc là, on va tester un support. Si on a le breakout de ce support, on pourrait très bien s'attendre à un retour à 179. Voilà. En tout cas, pour un moment, les oscillateurs
ne nous montre pas de divergence. Donc tant qu'il n'y a pas de divergence, on a une baisse du prix qui est accompagnée par le momentum. Donc voilà, rien qui viendrait compromettre cette baisse, cette correction de Apple. Voilà, donc Apple c'est wait and see. C'est voilà, pour ceux qui sont short, pourquoi pas maintenir sa position short en l'absence de signaux haussiers. Et pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'il faut rentrer, est-ce que c'est un bon prix d'achat, je vous dirais à la rigueur, oui, ça peut être un bon prix, mais ça peut potentiellement, il y a des chances qu'on aille plus bas. En tout cas, pour le moment, on n'a aucun, enfin, je ne vois pas de signaux, pardon, qui, eh bien, viendraient nous suggérer qu'on ait fait le point bas sur Apple. Vous voyez. Donc voilà. Pour un moment, tant que la MACD est sous la ligne signal, sous sa borne, sous sa ligne signal, qui est en orange, il n'y a pas de quoi remettre en cause cette tendance baissière. Ah oui, pardon, 52 semaines. Excusez-moi, j'ai mis 56. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 56. Ah oui, parce que parfois je mets 26 périodes pour avoir 6 mois. Mes excuses. Alors je ne sais pas du tout pourquoi j'ai mis 56 semaines. Hein. Alors, on va remettre, de toute façon ça devrait pas beaucoup changer. Hein. 52 semaines, vous savez, c'est le fameux plus haut, plus bas d'un an. On entend souvent cette information, vous savez, plus haut, plus bas d'un an. Plus haut, plus bas d'un an, c'est un seuil psychologique assez important. Voilà. Donc de toute façon, vous voyez, ça change pas puisque le plus bas d'un an, c'est le même que le plus bas de 56 semaines. Voilà. Donc vous voyez, et en plus, donc sur du daily, c'est baissier, les oscillateurs sont baissiers, mais sur du weekly, c'est également baissier. Hein. RSI 43, la moyenne à 5 périodes, donc à 5 semaines du RSI, c'est 53. La MACD sous la ligne signal. Voilà, concrètement, pour un moment, le momentum et le prix sont tous les deux baissiers. Donc, pas de quoi passer à l'achat pour le moment. Au niveau des marchés actions, on va faire un petit tour rapidement à Wall Street avec le S&P. Le S&P qui revient, vous voyez, à 2709, qui s'y approche. Bon, on a un rebond sur le contrat futur, comme vous pouvez le constater ce matin. En fait, depuis la séance, depuis le début de la séance là européenne, hein, parce que si on se met en 5 minutes, regardez, on est en train de rebondir depuis. Pardon, là c'est en intraday. J'ai 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 bloqué les cotations futures quand je passe sur des unités de temps intraday. Donc je peux les voir avec PRT, vous avez la possibilité d'afficher les prix futurs sur du journalier et sur les unités de temps supérieures et afficher que les prix du cash en unité de temps intraday. Donc voilà, donc en journalier, on peut voir qu'on a un rebond qui se fait depuis sur le contrat futur. Et en fait, il se fait précisément depuis ce matin, depuis l'ouverture des marchés européen. Un des signaux qui serait intéressant avec les bandes de Kellner que nous aurons l'occasion de voir dans quelques semaines dans un webinaire éducatif, c'est dès qu'on a un breakout, on a souvent le pullback à cette moyenne mobile à 10 périodes. La moyenne mobile à 10 périodes qui est la Kellner milieu, voilà, c'est la moyenne mobile à 10 périodes sur voilà, c'est la moyenne mobile à 10 périodes. La bande du milieu de Kellner, pardon. Donc dès qu'on a un breakout au-dessus de la bande supérieure ou en dessous, on a souvent un pullback avant une nouvelle hausse. Regardez par exemple ici, breakout. Bon là c'était pour le coup c'était un breakout vraiment très très important, mais on a eu un breakout en dessous de la bande de Kellner. Qu'est-ce qu'on a fait par la suite? On a eu le pullback et la baisse. Voilà. Donc là c'est un petit peu le même scénario que on peut envisager, c'est-à-dire qu'on a eu le breakout, on est revenu à 61% de retracement de cette tendance, qui coïncide également avec la résistance, le top, vous voyez, du 17 octobre, qu'on parle depuis maintenant pas mal de jours, 2821. Prise de bénéfice, repli, on revient près des plus bas, vous voyez, de cette première vague baissière, de cette première quinzaine d'octobre, donc vers 2732, 2700. Niveau de support,
les acheteurs qui se manifestent. Tant qu'on est au-dessus de cette zone de 30 points de support entre 2732 et 2700, j'ai envie de dire que à court terme, la perspective est haussière. Si on passe en dessous, alors il faudra s'attendre à un retour au plus bas, au récent plus bas, vers 2600 points. Mais tant qu'on est au-dessus des 2709, honnêtement, autant envisager un rebond. Maintenant, un des signaux qui nous permettrait de passer à l'achat, par exemple, c'est si on a la clôture au-dessus de la bande, au-dessus de la moyenne mobile à 10 périodes, qui je rappelle est en bleu ici, c'est la bande du milieu de la bande des bandes de Keltner. Vous voyez, la bande du milieu, c'est la moyenne mobile à 10 périodes. Keltner, c'est ni plus ni moins une moyenne mobile sur laquelle on ajoute une enveloppe, l'enveloppe qui varie selon la volatilité. La volatilité en termes de pips, alors que les bandes de Bollinger, c'est le même principe, sauf que c'est pas la volatilité, c'est une enveloppe selon les statistiques des points par rapport à une médiane. Si les points, il y a un écart, enfin, si les points sont très écartés par rapport au prix médian de ces points, alors on a les bandes qui s'écartent. Donc, les bandes de Bollinger, c'est statistique. Alors que l'ATR, c'est selon la volatilité. Alors bien évidemment, quand il y a de la volatilité, on a les deux bandes qui s'écartent. Mais c'est pas la même façon de voir, c'est pas la même façon de calculer. Voilà. Donc de toute façon, on a trois types d'enveloppes. Hein. On a trois types d'enveloppes. On a les bandes de Bollinger, les bandes de Keltner et les enveloppes. Enveloppe classique. Une enveloppe classique, c'est quoi? C'est une moyenne mobile sur laquelle on va ajouter deux bornes selon un écart, un pourcentage finalement. Un pourcentage au-dessus et en dessous d'une moyenne mobile. Donc, par exemple, vous voyez ici, on va mettre une enveloppe et on va mettre donc moyenne mobile 20 et on va mettre un décalage vertical par exemple de 5%. Donc on va avoir une bande qui va être 5% plus haut, 5% plus bas. Voilà, donc ça c'est une enveloppe qui varie selon le pourcentage par rapport à une moyenne mobile, pourcentage du prix par rapport à une moyenne mobile. C'est pas la même façon de calculer, mais vraiment on a des enveloppes. Donc on a trois types d'enveloppes, les bandes de Keltner, enfin c'est les plus connus, bande de Keltner, bande de Bollinger et les enveloppes. Enveloppe selon le pourcentage par rapport au prix, bande de Bollinger selon la statistique des points par rapport à la médiane et bande de Keltner selon la volatilité. Bon bref, ça c'est un webinaire éducatif. Tout ça pour dire que le S&P est revenu sur support. Il semblerait qu'on a un retour d'appétit pour le risque. L'Eurostock 50, c'est pareil, revenu sur ce plus bas, vous voyez, du 15 octobre. Donc si vous regardez celui du S&P, le plus bas, c'est le 11. Sur l'Eurostock, c'est le 15. Donc là, on a le rebond. Même signal que le S&P, c'est-à-dire qu'on a eu un breakout au-dessus de la bande supérieure. Le retour, et là, on repasse au-dessus de la moyenne mobile à 20 et à 10. Donc, si on a une nouvelle clôture au-dessus de la bande, au-dessus de la moyenne mobile à 10 et 20 périodes, ça serait deux signaux haussiers en une seule journée et ça permettrait de passer à l'achat pour viser les 3281 points. Voilà, donc plutôt sentiment bullish sur les indices tant que ce plus bas, vous voyez, de cette première vague baissière, eh bien, est sauvegardé. Si on passe en dessous, dans ce cas, il faudra s'attendre au retour au récent plus bas. Mais tant qu'on est au-dessus de ce plus bas, 3038 sur l'Eurostoxx, 5056 sur le CAC et 11 400 sur le DAX, vous voyez que le DAX est un petit peu plus compliqué, je vais vous l'expliquer pourquoi, eh bien, on reste bullish. Voilà, donc tant qu'on reste au-dessus de ce niveau de support, on reste bullish. Pourquoi le DAX sous-performe? Tout simplement, eh bien le DAX c'est composé essentiellement, alors pas majoritairement, mais on a une part de valeur automobile qui est non négligeable entre Volkswagen, Daimler et BMW et les équipementiers. On a le secteur automobile qui compte énormément dans le DAX et vu que Trump est très intéressé par des tarifs sur les importations d'automobiles, eh bien on a les investisseurs qui sont qui délaissent les valeurs automobiles par crainte de de tarifs douaniers. Et c'est pour ça que le DAX sous-performe.
Voilà, donc c'est pour ça que le support a été enfoncé hier. Maintenant, voilà, si on regarde les zones benchmark comme le CAC et l'Eurostoxx, on voit que ces plus bas sont maintenus. Donc tant qu'on a ces plus bas qui sont maintenus, je veux dire tant que l'Eurostoxx se maintient au-dessus des 3168, il n'y a pas de risque de retour. Enfin, le risque de retour vers les plus bas est assez limité. Je pense que c'est plutôt intéressant de privilégier justement le retour au très récent sommet. Voilà, donc haussier pour les marchés actions en intraday. Bien évidemment, ça dépendra beaucoup de la situation en Italie parce que si le budget italien déçoit les investisseurs, si on a des craintes, si on n'a aucun changement sur le budget italien, qu'est-ce que va faire les investisseurs? Eh bien, les investisseurs vont être inquiets et donc les marchés actions vont être vendus. Ça va nourrir l'aversion pour le risque. Philippe, alors bonjour Philippe, vous connaissez bien les indicateurs techniques. Est-ce qu'il existe une série d'indicateurs qui donnent des prédictions de mouvement et pas un historique du passé? Alors oui, il y a c'est pas des indicateurs, c'est des théories. Par exemple, les vagues d'Elliott. Les vagues d'Elliott, ça permet d'avoir des seuils, des objectifs. C'est pas un indicateur latent. Donc les vagues d'Elliott, par exemple, c'est une théorie qui vise à anticiper des mouvements du prix. Mais il n'y a pas, je ne connais pas d'indicateur, puisqu'un indicateur, c'est calculé mathématiquement, et s'il est calculé mathématiquement, il faut des données. Et les données, c'est des données passées, c'est pas des données futures. Est-ce qu'il y a par exemple des indicateurs soulignant uniquement des divergences ou des retournements, pareil pour des tendances en continuation? Bon, alors après, ça, à mon avis, c'est des indicateurs personnalisés. Vous pouvez très bien coder des indicateurs qui vous montrent uniquement les divergences du RSI. Par exemple, ça va vous mettre une barre verte lorsqu'il y a une divergence, par exemple haussière, ou une barre rouge lorsqu'il y a une divergence baissière. Mais ça, c'est de la programmation. Bon, il n'y a pas besoin des informaticiens pour faire ça, mais voilà, ça demande un minimum de connaissances informatiques. Et voilà, mais il n'y a pas d'indicateur qui va vous permettre d'anticiper le prix. Vous imaginez bien que il n'y a pas d'indicateur magique de toute façon. Le budget italien, l'heure limite, est-ce midi ou 13h? C'est midi. Midi, heure française. 11h GMT. Voilà, donc marché action en hausse, techniquement, tant que l'Eurostoxx est au-dessus de 3168 points. Maintenant, il faut être conscient que le catalyseur du jour, c'est bien le budget italien, et donc ça peut être quitte ou double. Soit on a de la version qui revient, et dans ce cas-là, on passe à 3168, voire en dessous, ou soit on a un budget italien qui est conforme aux attentes, et dans ce cas-là, on a de l'appétit pour le risque qui se poursuit, parce que ce matin, depuis l'ouverture des marchés, on a l'appétit pour le risque. Au niveau du Forex, on a l'AUD, le NZD qui surperforme. À l'inverse, regardez, les devises refuge, dollars, francs, yens sont en baisse. NZD, USD, voilà, nouvelle hausse. Donc les bandes de Kettner, les bandes de Bollinger, ça peut donner des signaux. Pour le moment, alors, je vais mettre la MACD rapidement. MACD, vous voyez, au-dessus de sa ligne signal. Donc MACD haussière, RSI haussier. Voilà, rien qui vient compromettre probablement la tendance. Donc voilà, NZD, c'est bullish. On est au-dessus du nuage. Regardez la lagging span, la Chikou, pardon. Oui, la lagging, c'est pareil. Chikou span qui reteste la leading span B. Si on a une clôture de la lagging span au-dessus du nuage, ça serait un signal qui serait haussier. Voilà. Et l'objectif pour le NZD USD concrètement, donc on vient chercher des seuils de retracement de cette tendance baissière. Donc concrètement, 38%, vous voyez qu'on a eu des prises de bénéfices. Deuxième objectif, c'est les 50. 50%, donc c'est 0,69. Maintenant, NZD USD, si on est haussier, si on veut acheter le NZD USD, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on achète le dollar néo-zélandais et on vend le dollar. Est-ce que il faut vendre le dollar? Je vous fais voir deux graphiques.
DXY en journalier. Et notre dollar équipondéré en journalier également. Donc vous verrez bien, vous constatez qu'on a concrètement une tendance qui est haussière. Or, soit il y a des personnes qui vont venir être à contre-tendance, donc vont être baissiers parce que le dollar est trop haut, en trop haut entre guillemets, parce que personne ne sait s'il est trop haut ou n'est pas trop haut. Ou alors on vient se positionner dans le sens de la tendance, et dans ce cas-là, eh bien concrètement on est haussier. Voilà, si on est dans la logique d'une stratégie de tendance, eh bien faut être bullish. Faut être bullish sur le dollar, puisqu'on est dans une tendance qui est haussière. Donc alors acheter le NZD, oui, pourquoi pas, mais est-ce qu'il faut vendre le dollar? C'est peut-être un peu risqué si on est dans une stratégie de suivi de tendance. Les tendances, les devises qui sont baissières, alors on a un yen qui, depuis le début de l'année, comme vous pouvez constater, est en légère hausse, mais concrètement, depuis le printemps, il fait rien du tout. Le yen, il oscille. Donc là, il est revenu sur support. La probabilité est plutôt, en faveur d'un rebond. Donc le NZD, on a une correction, on a un rebond. L'AUD, on a un rebond, mais on peut voir qu'on est toujours dans un canal baissier. L'euro, par contre, on est sorti par le bas de ce canal, et là, on casse cette oblique. Donc ça témoigne d'un puissant montant baissier. Regardez la MACD et le RSI. Les deux oscillateurs sont extrêmement bearish. Donc pour le moment, l'euro se short. Peu importe ce qu'on anticipe sur le budget italien. Je parle bien de l'analyse technique. Parce que si on attend le budget italien, ça sera trop tard. Enfin, on peut attendre plein de facteurs. Vous voyez, après le budget italien, c'est quoi? Ça peut être le PIB, vous voyez. Voilà. D'un point de vue technique, les indicateurs sont baissiers. Le prix et le momentum sont tous les deux baissiers. Et d'ailleurs, regardez le prix. L'euro index qui clôture en dessous de la bande de Keltner, de la bande inférieure de Keltner. Donc c'est un signal qui est bearish. Donc l'euro, concrètement, ça se vend. Le GBP, c'est un petit peu plus délicat. Je ne sais pas si vous la voyez, mais moi, je suis en train de voir une épaule, tête, épaule qui est en train de se former. Alors, faut pas se précipiter sur épaule, tête, épaule, parce que d'un point de vue statistique, une épaule, tête, anticiper une épaule, tête, épaule, là, le breakout d'une épaule, tête, épaule, est une activité qui émet beaucoup de faux signaux. Donc, faut attendre la casse sur la ligne de coup pour trader une épaule tête épaule. Sinon, vous aurez un taux d'échec extrêmement important. Donc là, pour le moment, on a, vous voyez, des sommets de plus en plus bas, mais on n'a pas encore de creux de plus en plus bas. Donc le GBP, j'ai envie de dire, c'est baissier, mais la tendance est un peu moins claire que l'euro. Au niveau du franc, pareil. Franc, si on a un euro qui est baissier, de toute façon, le franc a des fortes chances d'être baissier. Alors, je m'explique, parce que je vois les questions venir, pourquoi l'euro s'achève dans ce cas-là est baissier. Le franc, comme le GBP d'ailleurs, sont assez corrélés à l'euro, sur du long terme. L'explication derrière cela, c'est que le poumon économique globalement de l'Europe, c'est quoi? C'est l'Union européenne et c'est la zone euro. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que les devises comme le franc et la livre sterling, si vous regardez sur les 20-30 dernières années, convergent de plus en plus vers la parité de l'euro. Parce qu'on a des économies qui sont de plus en plus liées. Donc forcément, on a des devises qui deviennent de plus en plus proches de la valeur de l'euro. Et si vous regardez, donc là on a le SHF, regardez l'euro. Vous voyez, on a des creux globalement un petit peu de façon similaire. Maintenant, on a un euro qui sous-performe le franc lorsqu'on a de l'aversion pour la zone euro. Donc on a le franc qui surperforme. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que l'euro et le franc sont corrélés négativement. Là, on le voit très bien, l'euro index et le franc index sont corrélés globalement positivement. Si on se met sur un an, regardez le franc, regardez l'euro. Alors bien évidemment, on n'a pas les mêmes mouvements au pips près, mais si on regarde la réaction, les réactions sont globalement assez ressemblantes. Donc le franc, en tout cas, c'est baissier. Et puisque l'euro est baissier, c'est assez
logique qu'on soit baissier dessus. Le RSI est baissier, la MACD est baissière, le prix est baissier. Voilà, le franc concrètement se vend. Maintenant, le franc pourrait rebondir si on a de l'aversion sur le budget italien. Mais regardez, depuis que la BNS a revu à la baisse ses prévisions d'inflation, on a beau eu des incertitudes sur l'Italie en octobre, ça n'a que limité la baisse. Donc, voilà. Par contre, sur l'euro CHF, ça a été baissier. Parce que le franc a surperformé l'euro. Donc voilà, franc baissier, euro baissier, je pense que c'est les deux tendances les plus claires. Le CAD sur du long terme, vous voyez, depuis mars, est dans une tendance haussière. Là, on arrive proche de la borne basse du canal. Toutefois, les oscillateurs de momentum sont toujours baissiers, tout comme le prix d'ailleurs. Tout comme le prix. Donc là, il va falloir surveiller, puisque si on a une sortie par le bas de ce canal, ça suggérera davantage de baisse. Tout va dépendre des cours de pétrole. C'est pour ça que le CAD ne se performe pas. C'est pour ça que le CAD ne rebondit pas, pardon. C'est parce que les cours de pétrole sont en baisse. Regardez le top, c'était le 3 octobre, le 3-4 octobre. Si on regarde le Brent, le top du Brent, 3-4 octobre. Donc voilà, tant que le pétrole sera baissier, le CAD sera également baissier. Donc voilà, les tendances les plus claires techniquement sur du swing trading et du moyen terme, c'est le franc et l'euro. Franc euro, pour moi, c'est mon opinion, hein, mais techniquement, c'est les tendances qui me semblent les plus baissières. Alors oui, si on a un budget italien qui est conforme à Bruxelles, on aura un bull market de l'euro, mais on ne peut pas non plus spéculer sur quelque chose, voyez, possible bien évidemment, mais dont nous n'avons pas d'indication. Ce qu'on trade, c'est le prix en fonction de nos indications, que ce soit fondamentales ou techniques. Pour le moment, moi ce que je constate, c'est qu'on a un budget italien, enfin on a Rome qui n'a pas de copie du budget italien conforme à Bruxelles, et on a des indicateurs techniques, que ce soit la moyenne mobile, le prix ou les oscillateurs de momentum qui sont baissiers. Donc voilà, euro et franc baissier. À l'inverse, NZD, on a des signaux bullish assez qui commencent à être assez importants. D'ailleurs, plus simplement tracer une oblique. Alors, voilà. Donc là, vous voyez, l'oblique baissière. Donc ça, c'est la prochaine, j'ai envie de dire, target. Alors non, on en a une intermédiaire. Donc celle-ci. Ça sera une résistance. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'on est en train, il semblerait, de la tester, ou en tout cas, on s'y approche de très près. Donc ça, c'est la prochaine résistance technique. Mais en tout cas, le NZD rebondit. Le dollar est haussier. Donc voilà. Si je devais avoir des convictions de swing trading moyen terme, c'est achat NZD, achat dollar et achat et vente euro, vente franc. Bien que, comme je vous l'ai dit depuis plusieurs semaines, les baromètres de l'AUD ou du NZD sont toujours baissiers. Quels sont les baromètres? Eh bien, les métaux et le yuan. Qu'est-ce que fait le yuan? Le yuan est en baisse. Regardez, l'USD-CNH est haussier et le yuan arrive proche de 7. Donc, normalement, on a une corrélation qui est négative entre l'USD-CNH, l'AUD-USD et le NZD-USD. C'est-à-dire que quand l'USD-CNH est haussier, on a un dollar australien et un dollar néo-zélandais qui sont tous les deux sous pression, ainsi que le cours de l'or. Donc, on a le yuan qui est baissier face au dollar et on a des métaux comme l'or qui sont sous pression et le copper également. Alors, bien qu'on ait un rebond, vous voyez, très important ce matin. Mais on a quand même des métaux qui ne sont pas dans des tendances haussières et on a le yuan qui est toujours dans une tendance baissière. Mais malgré cela, on a une hausse du NZD. Donc voilà, bien qu'on ait des baromètres qui signalent plutôt, qui sont plutôt bearish pour le NZD et la UD, il y a tout de même sur le NZD des signaux haussiers. Donc voilà, faut trader avant tout les signaux du prix. Les baromètres sont simplement des indicateurs. Voilà, c'est des indicateurs comme le RSI peut l'être, mais le RSI c'est pas une boule de cristal, vous voyez. C'est avant le prix a raison. Donc, si le prix est haussier, la tendance est haussière. Vous voyez. Maintenant, c'est clair qu'on aimerait avoir ce qu'on cherche, c'est des signaux qui convergent.
Et là, pour le moment, on a des signaux entre le yuan et le NZD qui divergent. Bon, ceci étant dit, le NZD bullish, le dollar bullish. Donc, euro-doll, regardez hier, signal baissier puisqu'on clôture non seulement en dessous de la bande de Keltner, mais également en dessous de la bande inférieure de Bollinger. Donc, double signal bearish. Double signal bearish. Voilà, prochain niveau de support, 1,11,11. C'est le prochain support technique. Est-ce qu'il faut passer, à la vente dès maintenant? Regardez les oscillateurs, bon, c'est clairement baissier. C'est clairement baissier. Et si on se met en 4 heures, je pense qu'on est en bas du canal baissier. Voilà, donc on peut s'attendre à un petit pullback. Vous voyez, on se met en 4 heures pour finir notre point d'entrée. Et vous voyez, le signal technique, on l'avait ici. Hein. On l'avait à ce moment-là, jeudi 8 novembre. Jeudi 8 novembre, à 17 heures, clôture en dessous de la bande de Keltner inférieure et au-dessus de la bande de Bollinger inférieure. Et ensuite la baisse. Donc là, on attend un pullback, une clôture en dessous de la bande de Keltner, et on repasse à l'avant, comme ce fut le cas ici, vous voyez. Ici, on a une clôture sous la bande inférieure, possible de repasser à la vente. Ensuite, Euro NZD baissier également. En journalier, regardez. En journalier, c'est un couteau qui tombe, l'Euro NZD. Voilà, ceux qui veulent tenter d'acheter l'Euro NZD, bonne chance. Parce que là, vu le momentum, regardez la MACD. C'est clairement baissier. Voilà, donc Euro NZD, le stochastique à 17. Alors ça peut inquiéter, ça peut être un signal aussi pour certains, mais un RSI à 17, c'est un momentum qui est extrêmement bearish. Alors oui, il ne dure pas très longtemps ce momentum bearish, mais il peut durer, sur le prix, on peut avoir une baisse d'encore 100 pips. Plus le momentum est important, plus la baisse du prix l'est également. Regardez par exemple ici, simple, vous voyez 77. Donc on passe en momentum, donc là on est 69, 70. On passe en territoire suracheté. Est-ce qu'il fallait vendre? La réponse est non, puisque vous voyez que entre le signal de la bande de Keltner, là il y avait à peu près 300 pips, et lorsque le RSI est passé en territoire suracheté, on avait une hausse encore de 276 pips. Donc c'est pas parce qu'on rentre dans une zone de surachat ou de survente qu'on va avoir un prix qui va se stopper. Au contraire, on va avoir un prix qui va accélérer sa tendance. Maintenant, faut savoir, et vous le savez, que les périodes de surachat ou de survente, généralement, ne durent pas longtemps. Et c'est pour ça qu'on attend finalement une sortie de la zone de surachat ou de survente pour trader le renversement de la tendance. C'est-à-dire que dès qu'on passe en survente, on va attendre que le RSI ou que le stochastique ou la MACD croise à la hausse pour passer à l'achat. Nous, on n'achète pas parce que le RSI est survendu. On achète le rebond du RSI. Donc, l'euro NZD, voilà, techniquement, c'est bearish. Et en 4 heures, est-ce qu'on a des signaux ce matin? Non, bon, vous voyez, on est clairement en dessous de la bande de Keltner. Vous voyez les bandes de Keltner, bande de Bollinger. Là, on avait un signal mardi. Ici également, vous voyez, on passe sur la bande de Keltner, on passe sur la bande de Keltner, ici. Voilà, donc c'est le même genre de signaux que j'aimerais voir pour viser. Donc 1,6521, c'est un support qui est assez proche dorénavant. Vous voyez, c'était un support important puisque le cours avait rebondi dessus en début d'année. En dessous de ce niveau de prix, alors ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre donc en hebdomadaire. Je vais mettre le canal de Donchamp à 26 périodes. 26, c'est 6 mois de l'année. À peu près. Hein. Et donc là, vous voyez, support, plus bas de 6 mois. Ensuite, nous aurons à la rigueur ce niveau de prix. Je le mets en bleu clair parce que voilà, c'est intermédiaire. Ici également, vous voyez, c'est un niveau de support très long. Voilà. Donc si on passe sous 1,6521, nous aurons 1,6546. Donc rien ne nous dit pour le moment qu'il faut acheter l'euro NZD à 1,6521. Pour le moment, regardez la momentum, c'est clairement, c'est indiscutablement baissier. Hein. Bon, d'ailleurs, on corrige plus de, vous voyez, 78%. Donc maintenant, ces seuils ne servent plus à rien. Voilà. Donc c'est baissier l'euro NZD jusqu'à 1,6521. Maintenant, on peut faire le franc.
NZD CHF, pareil, NZD CHF, bon là c'est boule, pour le coup c'est l'inverse, mais voilà, le franc est baissier. Le franc est baissier. Donc là, on vient retourner vers ce niveau de prix. Il me semble que le NZD CHF, on en avait parlé au début novembre. On a vu un signal de la bande de Keltner et des bandes de Bollinger. Et voilà, ça continue d'être bullish. Donc pour ceux qui sont à l'achat sur le NZD CHF, tant que la MACD est au-dessus de sa ligne signal, on n'a pas de raison de vendre le NZD CHF. Voilà, donc NZD CHF, c'est boule. Bon là, on n'a pas de signaux en intraday pour passer à l'achat. Ah, quoique, vous voyez, ce matin, on en a un puisqu'on clôture au-dessus de la bande de Keltner. Donc voilà, pourquoi pas passer, ça peut être un signal d'achat, ça peut être interprété comme un signal d'achat, comme ce fut le cas, vous voyez, à ce moment-là, le lundi 29 octobre, comme ce fut le cas également le jeudi 1er novembre, comme ce fut le cas également à ce moment-là, le lundi 5, ou encore le mardi 6. Voilà, donc ça, ce qu'on a eu ce matin, ça peut être interprété comme un signal d'achat. En direction, vous savez, en intraday, toujours, voilà, je précise pas tout le temps, mais pour les traders intraday, R3, S3, c'est les objectifs 100% pour aider les traders. C'est très rare que le prix dépasse le R3 ou le S3, que ce soit en journalier, que ce soit en hebdomadaire ou que ce soit en mensuel. C'est très rare. Ça arrive peut-être une fois sur 100. Alors, j'ai pas fait de statistiques, j'ai pas fait d'études dessus, mais voilà, visuellement, par mes observations, ça se fait que très rarement. Donc, ce que j'aime bien avec les points pivots, c'est pas tellement les utiliser pour les supports résistance, c'est pour avoir une idée en termes de prix, ce qu'on peut espérer finalement en intraday. Parce que on peut passer en intraday à l'achat, mais au moins ça permet de remettre dans un contexte, ces points pivots permettent de remettre dans un contexte. Au moins on sait qu'on ne va pas s'attendre à un retour en intraday à 0,69, c'est très peu probable. Alors que en termes de prix, c'est que 60 pips. C'est que 60 pips, vous voyez, 0,68, pardon, 0,6816, donc c'est que, 85 pips. Donc, 85 pips, on pourrait se dire, bon, 85 pips, ça peut être faisable en intraday, s'il y a la vol. Mais là, le R3, vous voyez, il est à 0,6868, donc c'est à peu près 50 pips par rapport au niveau actuel. Voilà, ça peut être l'objectif maximum en intraday. R3, S3, c'est le jour de la fête c'est un temps d'intraday. Voilà, c'est des moments très spécifiques comme la fête, le NFP et encore le NFP de moins en moins. Mais voilà, c'est lors d'événements très très spéciaux qu'on a les R3 ou le S3, que ce soit en journalier, en hebdo ou en mensuel, qui sont atteints. Alors mon opinion sur le gold, alors j'y arrive, je réponds, je regarde les questions un petit peu. GBP-USD vendu à 1,31 jusqu'à 1,29. Merci pour la stratégie. Parfait, Edgy. Le GBP-USD, c'est possible de les maintenir. Tant que l'eurodoll, tant que l'eurodoll sera baissier, je n'ai pas envie de dire que le GBP-USD sera baissier, mais on peut aller encore plus bas. Je pense que le GBP peut revenir chercher ses plus bas de l'année. Voilà. Donc là, on a un rebond, ce qui est normal dans une tendance à toujours des impulsions, corrections, impulsions, corrections. C'est la théorie de dos. Tant qu'on repasse pas au-dessus de la moyenne mobile avant période, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de quoi remettre en cause, ni même tant qu'on clôture pas au-dessus de la bande supérieure, il n'y a pas de quoi remettre en cause. Regardez par exemple cette tendance baissière. Est-ce qu'on a clôturé au-dessus de la bande supérieure de Keltner? Non. Et dès qu'on a clôturé au-dessus, c'était avec un important chandelier et ça marquait le retournement de la tendance. Là, on avait une tendance haussière. Est-ce qu'on a clôturé en dessous de la bande inférieure? La réponse est non. Dans cette tendance haussière, est-ce qu'on a clôturé en dessous de la bande inférieure? La réponse c'est non. Donc voilà, tant qu'on ne clôture pas au-dessus de la bande supérieure, on reste dans une tendance qui est baissière. Et donc c'est possible de maintenir des stratégies short jusqu'à pourquoi pas les plus bas de l'année à 1,26 et quelques. À 26 plutôt à 27. Voilà. Et donc voilà, GBP/USD baissier. Et pour le gold, alors le gold 1203, bon, qu'est-ce qui fait pression sur le gold? C'est pas la version pour le risque, c'est pas l'appétit puisqu'on n'a pas vraiment d'appétit pour le risque. C'est surtout la hausse du dollar. Le dollar qui est un plus haut, qui a inscrit un plus haut annuel hier. Donc forcément, on a l'or qui est sous pression. On a l'or qui est sous pression et là, bon, il revient à 1204.
il y a des chances qu'on revienne à 1200. Encore une fois, en 4 heures, on n'a pas de clôture au-dessus de la bande de Keltner. Donc la tendance baissière reste intacte. Et sur du journalier, vendredi, on clôture en dessous de la bande de Keltner inférieure et de Bollinger, donc double signal baissier en une seule séance. Et voilà, donc là, c'est concrètement, en stratégie de tendance, c'est baissier. Baissier, direction 1200, puis 1180. Encore une fois, tant que le dollar sera boule, pourquoi le dollar est boule? Parce qu'en Asie, on a un ralentissement de l'économie chinoise, et en Europe, on a le budget italien et le Brexit. Donc les investisseurs ou les investisseurs préfèrent investir tout en se protégeant, les États-Unis, puisqu'on a une remontée des taux de la Fed, donc sur le marché obligataire, ça devient plus rentable, même si on a une inflation qui est également assez élevée. Mais bon, le marché obligataire, voilà, a des rendements beaucoup plus attractifs qu'en zone euro, malgré une inflation plus élevée qu'en zone euro. Et sur les marchés actions, bon bah le S&P, bien que voilà, c'est assez délicat depuis le début du mois d'octobre, les marchés américains surperforment les marchés européens depuis le début de l'année. Donc voilà, d'un point de vue des investisseurs, la situation politique et, je dis bien, et macroéconomique en Asie, sur les émergents et en Europe n'est pas aussi bonne que aux États-Unis. Voilà pourquoi on a une hausse du dollar. C'est pas réellement à cause de la hausse des taux. Parce que si demain, là, si cette semaine, on a un accord sur le Brexit, ou, et encore mieux, et si on a un accord sur le budget italien, le DXY perdra peut-être cette semaine 3 ou 4%, pas 4%, c'est énorme, mais il en perdra 2 voire 3% de DXY. L'euro-dollar revient à 1,15 en 2 séances, et même revient à, probablement à 1,16 ou 1,17 dans 2-3 semaines. Donc voilà, tout dépend de la situation économique en Chine et la situation politique en Europe. C'est ces incertitudes qui nourrissent le dollar. Ce n'est pas réellement la hausse des taux de la Fed, parce que la hausse des taux de la Fed, elle est pressée, elle est intégrée dans les prix. Ça fait 2 rapports des dot plots en juin et en septembre qu'on sait que l'année prochaine, il y a 3 hausses des taux qui est prévu. Donc le marché le sait, vous voyez. C'est pas réellement ça qui nourrit le dollar. C'est vraiment les incertitudes politiques en Europe et le ralentissement de l'économie chinoise. Donc si demain on a un accord sur le budget italien ou un accord sur le Brexit, il y a des fortes chances qu'on ait une baisse du dollar, une hausse de toutes les autres devises majeures. Quelle est la couleur de votre moyen mobile à 20 périodes? 20 périodes en noir, 10 périodes en bleu. Question sur l'or. Mon opinion sur l'or, bon bah je l'ai dit. Avec toutes les tensions qu'il y en a en ce moment, est-ce que le yen a encore un statut de devise refuge? Le yen a encore un statut de devise refuge, mais en ce moment c'est beaucoup plus le dollar. Le yen a un peu perdu de sa caractéristique de valeur refuge. Donc en ce moment vraiment la devise refuge depuis le début de l'année même c'est le dollar. Alors je regarde les questions. Ah, Philippe qui me dit vous avez une analyse de l'euro-dollar qui indique plutôt une baisse et vous dites que c'est normal car on n'a pas de bonnes nouvelles. Italie par exemple, par contre sur le CAC DAX vous dites qu'on a de l'appétit pour risque. Comment trancher ou pas? Il faut attendre les news italiennes. Alors sur les marchés actions, on a un retour de l'appétit pour risque en intraday. On a un retour de l'appétit pour risque en intraday. Et d'un point de vue saisonnalité, normalement les 3 derniers mois de l'année sont statistiquement, je dis bien, les meilleurs pour les marchés actions. Donc ce matin, on a l'appétit pour risque parce que si vous regardez, on a un dollar qui est en baisse, on a un or qui est flat et on a des futurs et des marchés européens qui sont dans le vert. Donc oui, on a d'appétit pour risque. Mais si on fait un bilan sur du swing trading du moyen terme, on a plutôt de l'aversion. On a plutôt de l'aversion puisque le dollar est haussier. Le dollar en ce moment c'est le baromètre. Si le dollar est haussier, c'est généralement parce qu'on a des incertitudes. Et si le dollar est baissier, c'est généralement parce qu'on a l'appétit pour le risque. Voilà. Donc Philippe, je suis baissier sur l'euro pour la raison que je vous ai citée, c'est les incertitudes sur le budget italien et d'un point de vue macroéconomique, c'est pas top. Si vous regardez les récents chiffres, hein, même les récents depuis cet été, finalement, on a clairement un ralentissement de l'activité économique. Mais par contre, voilà, tout va dépendre du budget. Si
aujourd'hui, vous voyez, si en fin de matinée, on a Rome qui publie un budget conforme aux exigences de Bruxelles, ce que je vous ai dit là est faussé. Voilà, on aura un rebond majeur de l'euro. Donc voilà, je reste aussi sur le marché action parce que on est sur support et techniquement, moi, si je devais prioriser un petit peu si je devais classifier l'importance des signaux, avant tout pour moi, j'accorde une importance très particulière, enfin très importante au prix. Le prix, c'est pour moi le facteur le plus important. Et quand je vois un prix qui est sur support, et que le S&P maintient ce support, j'ai des raisons d'espérer techniquement un rebond. Encore une fois, si l'Eurostoxx, vous voyez le support, c'est 5168, tant qu'on est au-dessus de 5168, on a des chances d'anticiper un rebond. Maintenant, si on passe sous 5168, honnêtement, on repassera vers les 3076. Je pense que le catalyseur, ça va être le budget italien. Voilà. Si on a un budget italien qui déçoit, bien l'Eurostoxx a des chances, je pense, de s'enfoncer. Si on a un budget italien qui conforme à Bruxelles, dans ce cas-là, ce sera bullish marché européen. Pour moi, on est dans une situation de crack financier imminent. Alors c'est vrai que c'est tendu la situation sur les marchés financiers. Je ne serais pas là à dire qu'on est dans une période de crack, mais c'est vrai que la période, ce moment-là arrivera, je pense, bientôt. Alors quand je dis bientôt, c'est dans quelques mois. Voilà, dans quelques mois, voilà, une dizaine ou une vingtaine de mois entre cette période-là. Pourquoi j'anticipe pas de crack financier maintenant? Alors peut-être à tort, hein, de toute façon, on peut jamais prédire un mouvement avec certitude. Mais voilà, moi ce que je constate, ce que je regarde avant tout, c'est la courbe des taux américaine. Vous savez que lorsque cette courbe des taux a atteint 0 point, donc la différence entre le rendement à long et à court terme a atteint 0, eh bien 6-8 mois après, on a eu le crack des marchés et on a eu la récession. Donc voilà, moi tant que cette courbe des taux, bon, elle est baissière, donc ça inquiète, mais on a encore un écart qui est de 26 points de base. Donc voilà, à part si on commence à inscrire des nouveaux plus bas annuels, moi tant qu'on est au-dessus des plus bas annuels à 0,18, 0,17, bon bah je reste, bien évidemment je reste très prudent, mais je n'anticipe pas tout de suite un crack, vous voyez. Donc voilà, après, ça c'est ma façon moi d'analyser. Bien évidemment, personne ne peut, ça me semble assez risqué de prédire un crack. Quand on parle pour moi un crack c'est du moins 30 au minimum, moins 30%. Bah, je pense que c'est assez délicat d'anticiper un crack du S&P. On entend beaucoup parler. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a une baisse de 10%, on entend tout le monde parler de crack, alors que voilà, des baisses de 10%, je dis pas que c'est fréquent, mais depuis les subprimes, il y en a eu quand même peut-être 2 ou 3. Vous voyez. Donc voilà, donc en weekly, regardez. Ici, on a une baisse quand même de 5%, pardon. 6. Donc là, subprime, on rebondit, on a une baisse de 21%. Ici, on a une baisse de 15-17%. Ici, on a une baisse de 10. Ici, une nouvelle baisse de 10. Donc, vous voyez les baisses de 10%. À chaque fois qu'on a une baisse de 10%, de toute façon, on entend parler d'un crack. Donc, je dis pas que le S&P va atteindre 5000 avant d'avoir le prochain crack. Je pense qu'on est relativement proche d'un point de vue des vagues d'Elliott. Vous voyez, je suis à 1, 2, 3, 4. On est en train probablement de faire la cinquième vague. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, pourquoi pas, on est en train de faire la cinquième. Moi, je pense qu'on va avoir au moins un retour à 3000 avant d'avoir un crack. En tout cas, techniquement, tant qu'on est au-dessus de ce plus bas à 2553, on reste haussier. On reste dans une tendance haussière. Si on passe sous 2553, on a un double top et là on ira chercher les 2193. Pour le VIX, on sent une tension en Europe, mais un VIX flat, votre avis. Alors, le VIX, regardons-le de plus près.
qu'est-ce que nous dit le VIX? Le VIX, donc on a un rebond du VIX à court terme. On a un rebond du VIX. Bon, rien d'inquiétant non plus. Oui, la situation en Europe est délicate pour les raisons politiques que je vous ai citées. À 11h, il y aura la publication du zoo allemand et du zoo européen, et c'est important par rapport au budget italien de 12 heures pour faire nos trades en day trading, où il vaut mieux attendre et retrader à partir du début de l'après-midi. Alors, deux focus du jour, c'est un, le budget italien, et deux, d'un point de vue macro, c'est l'indice zoo allemand. Donc, c'est clair que si vous pouvez éviter de trader entre 11h, enfin, même ce matin, puisque le budget italien, c'est Rome qui doit présenter d'ici midi, heure française, son projet. Donc ça peut être dans une minute, ça peut être dans une heure, ça peut être dans 2 heures, ou ça peut être à midi. Vous voyez, c'est d'ici midi. Donc voilà, c'est clair que d'un point de vue volatilité, et pour ne pas se faire prendre dans cette volatilité inattendue, parce que oui, le budget italien, on ne sait pas réellement l'heure et la minute précise. Il y a une deadline, c'est midi, mais voilà, c'est tout ce qu'on sait. Et bien pour éviter cette volatilité inattendue, c'est peut-être préférable, oui, de trader cet après-midi. Oui, le timing difficile. Et pour ma question, VIX européen, donc VIX européen, donc je me souviens plus du ticker du VIX européen. VIX stocks. CBOE VIX, alors. Alors, je me souviens plus du VIX européen. Si vous avez le ticker, ça m'intéresserait. Je connais le VIX euro, mais le VIX euro 50, je sais qu'il y en a un qui existe. Bon, de toute façon, ils sont globalement corrélés, sauf que le VIX européen est plus important que le VIX S&P, comme vous en doutez bien. Mais voilà, globalement, les mouvements sont assez corrélés. Ah, VSTOXX, voilà, c'est ça. VSTOXX, voilà. Donc nous avons le VSTOXX. VSTOXX, bon, vous voyez que le VIX VSTOXX, vous n'avez même pas vu la différence. C'est juste l'échelle qui change puisque le VIX européen est généralement plus important que le VIX US. Mais voilà, globalement, bon, on a un VIX qui rebondit hier, mais on n'a rien non plus d'inquiétant. On reste en dessous de 20. Donc tant qu'on reste en dessous de 20, bon, on n'est pas non plus dans un contexte extrêmement craintif de la part des investisseurs. En fait, j'ai l'impression que les indices européens jouent énormément sur la volatilité pour partir ensuite sur un mouvement, un peu comme une contraction de Bollinger, mais j'ai du mal à voir pour le timing de déclenchement de part de Philippe. Eh bien, écoutez, Philippe, c'est exactement ce que moi je présentais dans ma formation à Paris mardi 30 octobre, il me semble. J'ai eu le plaisir de faire cette formation en webinaire éducatif qui est disponible sur YouTube. Et je vous présente justement une stratégie permettant, justement, qui décrit ce que vous êtes en train de me dire et qui permet d'exploiter les retournements du VIX. Donc, si ça vous intéresse, justement, allez jeter un coup d'œil à la chaîne YouTube de DailyFX France, que je vais, voilà, vous faire voir tout de suite. Hop, je vais vous envoyer le lien de ma vidéo parce que ça pourrait vous intéresser, en effet. Ça pourrait vous intéresser. Donc, la voici, cette vidéo. Tac, donc je vous l'envoie. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le VIX, c'est vraiment assez poussé.
poussé, hein, ça dure pas très longtemps, vous voyez 20 minutes parce que j'ai pas eu de questions pendant ce webinaire éducatif, mais comment dire, c'est assez poussé comme stratégie. Bon après c'est pas non plus quelque chose de compliqué à comprendre, hein, mais voilà, de toute façon c'est une stratégie que vous retrouverez nulle part ailleurs parce qu'elle est unique. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus sur justement exploiter le VIX pour trader les marchés, soit VIX européen, VIX Nasdaq, VIX S&P, peu importe, vous pouvez vous baser sur la stratégie que je vous présente dans cette vidéo pour en savoir plus. Voilà donc, écoutez, je vois plus de questions. Prévoyez-vous le sujet suivant, France CAC 40. Le sujet suivant, CAC 40. Alors, CAC 40, on l'a déjà vu, mais alors je ne sais pas si vous parlez d'analyse ou de présentation éducative. CAC 40, c'est comme même topo que l'Eurostoxx ou que le S&P. Hein. C'est-à-dire qu'on a un plus bas de cette première vague de baisse. Vous voyez, on a une vague de baisse. On a eu deux vagues de baisse. Vous voyez, une impulsion, une correction, une impulsion. C'est le plus bas de la première impulsion qui est le support à ne pas dépasser de l'Eurostoxx 50 et du S&P. Tant qu'on a l'Eurostoxx 50 et le S&P qui est au-dessus de son plus bas de cette première vague de baisse, eh bien, j'aurais dire que la perspective à court terme des indices est haussière. Si on passe par contre en dessous, donc sur l'Eurostoxx, vous voyez, c'est 3168, vague de baisse, le plus bas, 3168. Si on passe en dessous, perspective baissière jusqu'à 3076. Et pour le CAC, c'est pareil. Le CAC, tant qu'il est au-dessus des 5056 points, j'ai envie de dire qu'on a une perspective haussière. Enfin, moi, personnellement, j'ai une perspective haussière jusqu'à 5200. Par contre, si on vient clôturer sous 5056 et encore même sous la bande inférieure de Keltner, on aurait un signal baissier en direction des 4900 points. Voilà, donc tout se joue au niveau, moi personnellement à court terme, de ce plus bas de la première impulsion baissière. Que ce soit sur le CAC, l'Eurostoxx, le S&P, le Nasdaq, peu importe. Pour moi, tout se joue à ce niveau-là. Donc vous voyez le S&P, plus bas, on est au-dessus. Merci, j'étais là à Paris, mais on a pour les indices européens flat VIX, vol, c'est bizarre. Alors, comment ça, flat VIX, vol, flat VIX. Alors le VSTOXX à court terme est moins volatile que le VIX, parce que vous voyez le VIX, le mouvement d'hier était beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que la volatilité hier est venue des États-Unis, pardon. Il est venu depuis les techs américaines. Donc c'est pour ça qu'on a eu un VIX hier qui a été beaucoup plus important que le VIX européen. Maintenant, on a une corrélation qui est concrètement positive. Vous voyez. Et ce que je vous ai présenté à Paris est également valable pour le VIX, pour le VIX européen ou le VIX Nasdaq. Voilà donc pour ce point de marché. Écoutez, merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle les focus du jour, les centres le centre des attentions, c'est vraiment le budget italien et l'indice ZOO. Donc, faut être prudent ce matin sur les marchés. Excellente journée à vous. Soyez prudents sur les marchés et je vous dis à demain matin pour mon prochain webinaire.